Bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation malgré les délais qui étaient un peu brefs, mais on a voulu faire vite. On vous a invités tous les trois parce que vous avez un certain nombre d'écrits sur la question qui nous intéresse, qui est celle de l'éthique et de la déontologie dans la fonction publique. Ce que je vous propose, c'est, comme vous êtes trois, c'est peut-être de faire une présentation par rapport au questionnaire qu'on vous a envoyé, tout simplement, mais d'une dizaine de minutes, et puis ensuite on aura un échange avec les parlementaires, des questions sans doute à vous poser sur l'état du droit et votre point de vue sur ces questions. Voilà, je vous laisse donc la parole avec plaisir. Bonsoir, donc Frédéric Collin, maître de conférence habilité à diriger la recherche à l'Université d'Aix-Marseille. Écoutez, moi je vais essayer plutôt de suivre le fil des questions. Je pense que c'était plutôt le sens du dispositif. Après, dans le temps qui, je pense, est quand même très limité qu'on a passé ensemble, je ne sais pas trop comment faire pour partager la parole entre les collègues et moi, pour être très concret. Donc peut-être que je vais simplement choisir pour l'instant quelques thématiques pour vous dire ce qui m'a semblé potentiellement, à mon humble niveau, intéressant ou qu'on peut évoquer. Après, de toute façon, on vous communique le papier par la suite pour pouvoir creuser ces questions-là. Donc, c'est pas, je commence dans l'ordre et peut-être que vous réagissez peut-être au fur et à mesure. Moi, j'ai préparé un speech, j'ai pas répondu question par question. D'accord. Ou alors tu commences sur un speech général si tu veux, c'est peut-être mieux. Oui, oui. Okay, Donc, si vous bon. voulez. Alors donc je passe la parole au collègue qui a fait un speech général. Je pense que ce sera plus cohérent. Excusez-moi. Je pense qu'on sera complémentaires. Donc Thomas Pérou, professeur à l'Université Paris 2, je vous remercie de m'auditionner. D'abord, je voulais remarquer que, avant de rentrer un peu plus dans les quelques réponses auxquelles j'ai répondu, je voulais dire que certaines des questions que vous nous avez posées posent des problèmes de connaissance du phénomène de la déontologie, des conflits d'intérêts, qui devraient, me semble-t-il, constituer un préalable à toute enquête publique sur cette question. Et on a besoin de recherche pour connaître mieux ce phénomène. Alors, on a quelques études empiriques. Au CEVIPOF, à Sciences Po, je pense aux travaux de Luc Rouban, qui a fait des enquêtes passionnantes. Le récent ouvrage d'Antoine Vaucher et Pierre France, bien sûr, qui vraiment documente de façon extrêmement précise le phénomène. Et puis un autre article que je vais publier au Mélange Marcoux de Catherine Tedjen-Colli sur le pantouflage au Conseil d'État. On a aussi des études empiriques, mais malheureusement pas sur la France, sur l'effet des conflits d'intérêts sur les politiques publiques, qui est une autre question, savoir est-ce que les conflits d'intérêts ont vraiment une influence. Et à ce niveau-là, on a en France une appréhension, me semble-t-il, assez limitée du phénomène. J'ai pour ma part le sentiment que ces conflits d'intérêts ne sont pas sans lien avec certaines évolutions, bien sûr. Je le vois pour les juridictions, par exemple, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et on le voit aussi dans une affaire très précise sur laquelle je voulais revenir à titre liminaire, qui me semble bien illustrer la question des conflits d'intérêts et de leur effet, qui a été la nomination du gouverneur de la Banque de France. Donc peut-être vous vous souvenez, puisqu'il y avait deux personnes en lice. C'était le bras droit de Mario Draghi, un économiste, Benoît Cœuré, et aussi un inspecteur général des finances, donc passé aussi ensuite par la BNP, par une filiale de la BNP. C'est le dernier qui l'a emporté, vous vous en souvenez certainement, et on a donc préféré, me semble-t-il, les réseaux à l'expertise indépendante. Les économistes à cette époque-là ont protesté et ont avancé un certain nombre d'études montrant l'influence des conflits d'intérêts, le pantouflage, sur les biais de politique des banques centrales. Donc ceci est documenté pour l'étranger, malheureusement pas suffisamment en France. Il y a donc à titre liminaire, je voudrais dire, un grand problème de recherche sur ce phénomène, à la fois sur son ampleur, mais aussi sur ses effets. Ces recherches sont absolument nécessaires pour développer la culture de la déontologie et informer, c'est une autre question que vous posez, sur la formation nécessaire des fonctionnaires sur la déontologie et les conflits d'intérêts. Formation qui me semble bien sûr déficiente. Sur la culture de la déontologie, il me semble, même si je n'ai rien de tangible pour appuyer ce que je vais dire, que la déontologie et les conflits d'intérêts sont bien intégrés dans la fonction publique,
Je pars en tant qu'universitaire où là, je pense que nous avons intégré que c'est une question de plus en plus importante et le Conseil d'État nous force en tout cas à le faire, mais je le vois aussi en tant que juriste. Par exemple, au Conseil d'État, on a de plus en plus de décisions de déport. C'est une pratique qui est bien installée et une jurisprudence abondante sur l'impartialité des commissions. Est-ce que ça a fait diminuer le phénomène ? Je ne le pense pourtant pas, car tous les mécanismes sont en place pour favoriser les conflits d'intérêts dans l'administration. Juste une anecdote, lorsque j'étais à HEC, tous mes camarades qui passaient l'ENA le faisaient pour aller plus vite au poste de direction dans les grandes entreprises. C'était, et c'est connu, bien entendu, l'ENA est devenu un rouage dans une stratégie d'ascension dans les entreprises privées, ce qui explique d'ailleurs que les grands corps, quand ils recrutent à la sortie de l'ENA, présentent des gens sortis dans le privé. C'est ce qui explique, et j'y reviendrai, l'échec du législateur à contrôler et à augmenter le niveau de contrôle du pantouflage et la façon dont le Conseil constitutionnel a, et vous avez à juste titre mis le doigt sur cette question, sanctionné le mécanisme prévu dans la loi de décembre de l'année dernière. La formation est donc nécessaire, mais le problème est, me semble-t-il, beaucoup plus structurel. Vous posez une question intéressante en début sur le champ et la déclinaison des principes. C'est une question qui me semble clé. Il me semble en effet qu'on a besoin dans chaque fonction publique d'une déclinaison des principes déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts. Je prendrai comme exemple quelque chose qui me concerne, à savoir les conflits d'intérêts des universitaires. Le chantier est chez nous absolument colossal, me semble-t-il. Il a été au cœur de l'affaire du Mediator, vous vous en souvenez, et il est au cœur de l'affaire Aubier, qui vous a occupé, qui a occupé surtout le Sénat un certain temps. Et il est tout aussi important en droit qu'il l'est dans la recherche médicale. Si vous allez sur le site de n'importe quelle université américaine, vous verrez que chaque professeur doit renseigner une page dans laquelle il déclare ses conflits d'intérêts. De même, toutes les revues et la presse, lorsqu'elle publie des articles, doit mentionner le financement que la recherche a reçu et l'éventuel conflit d'intérêts que le chercheur écrivain a sur cet article. Or, rien de tel n'existe encore en France. Je signale d'ailleurs que dans l'affaire Aubier, il a été sanctionné pénalement. L'Ordre des médecins a pris aussi une mesure. Rien n'a été fait du côté universitaire, où le ministère, ainsi que l'Université Paris Diderot, estiment manifestement qu'on peut mentir à la représentation nationale sans que ça ait d'effet sur son titre même d'universitaire. Chez les juristes, donc là je parle quelque chose que je connais, les conflits d'intérêts sont tout aussi importants qu'en médecine et l'encadrement que nous avons n'est absolument pas effectif. Comme dans l'affaire Aubier, on a des collègues employés en cabinet d'avocats, comme Aubier l'est chez Total. Si on ne prend donc que l'université, on voit qu'un chantier doit être ouvert et j'imagine que nous ne sommes pas les seuls et c'est crucial puisque l'expertise indépendante doit être apportée par les universitaires. Il me semble qu'il y a aussi un grave manque de réflexion sur le niveau local. On en parlait avec mes collègues à l'instant. Les hypothèses de conflit d'intérêts sont encore plus importantes qu'au niveau national. J'ai pu faire, à titre illustratif, une recherche sur les contrôles au niveau local en matière de droit de la consommation. Et je me suis rendu compte que les agents au niveau local de la DGCCRF ont extrêmement peur de l'influence des préfets qui sont des notables locaux, comme des procureurs ensuite au stade du déclenchement des poursuites pénales, qui souvent, me disait-il, arrêtent les poursuites alors que les inspecteurs trouvaient que c'était nécessaire. Donc votre deuxième grand questionnement, c'est sur la portée, me semble-t-il, de la décision du Conseil constitutionnel. Et là, je voudrais vous inciter à utiliser la fenêtre de tir qui s'ouvre à vous avec la possibilité d'une révision de la Constitution pour graver dans le marbre certains principes clés de politique publique afin qu'on puisse avancer sur cette question de la transparence des conflits d'intérêts. Mais je voudrais, en dernière instance, vous inviter aussi à réfléchir à la question des conflits d'intérêts de façon plus large, pas simplement de façon pénale ou préventive, pour l'inscrire dans une réflexion plus globale sur comment on élabore une politique publique objective aujourd'hui.
Sur la décision du Conseil constitutionnel, je l'ai écrit, elle me semble être un véritable scandale qui révèle en lui-même en quoi la haute fonction publique française a trouvé dans le Conseil constitutionnel un relais pour défendre sa culture des conflits d'intérêts par le passage dans le privé. C'est devenu une culture chez nous, dans notre ADN, c'est dans l'ADN désormais de la fonction publique, il faut en prendre acte, et cette décision en est la manifestation, ce qui permet de prendre la mesure du problème. Cette décision montre, me semble-t-il, l'utilisation stratégique que le Conseil fait du principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi à des fins purement corporatistes. La presse l'a révélé, cette décision n'a été possible que par la volonté du SGG, lequel doit défendre la loi devant le Conseil constitutionnel, lui-même ayant été ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il me semble que vous n'avez donc qu'une option ouverte à vous, celle de modifier la Constitution pour inscrire dans le marbre votre volonté de contrer ces jurisprudences réactionnaires du Conseil constitutionnel. Et vous pourriez aussi en profiter pour repenser le procès constitutionnel qui a tellement de défauts, et je l'ai écrit suffisamment souvent, qu'il permet cette captation de cette institution par quelqu'un qui n'a rien à y faire, à savoir le secrétaire général, et qui peut partir du jour au lendemain chez Carrefour, comme vous l'avez vu. Et d'ailleurs, on voit bien dans le parcours du secrétaire général la stratégie que j'ai identifiée, puisque c'est un ancien diplômé de l'ESSEC. Vous me direz qu'il y a actuellement un juge constitutionnel un ancien juge constitutionnel, qui est en cabinet d'avocat, le plus grand cabinet d'avocats parisien en matière de droit fiscal, et une réforme constitutionnelle permettrait de traiter ce type de questions. Ça me permet d'évoquer, j'évoque ce juge qui est en cabinet, cet ancien juge qui est en cabinet, ça me permet d'évoquer le contrôle de l'activité lorsqu'ils sont dans le privé, puisque vous posez cette question, comment faire pour, lorsqu'ils sont dans le privé, contrôler leur communication? C'est évidemment pas évident. Comment ça se passe? Alors, j'ignore si les anciens juges constitutionnels, je ne crois pas, doivent passer devant la commission de déontologie. Pour le Conseil d'État, en général, on va demander à cette fameuse commission de déontologie une recommandation. Et si par exemple vous allez travailler en cabinet d'avocat, Catherine Tedjen-Colli a dans son article bien documenté le nombre de conseillers d'État par exemple qui sont en cabinet d'avocat, on va vous demander de ne pas travailler dans certains domaines. Par exemple, vous avez présidé la sous-section fiscale du Conseil d'État, vous partez en cabinet d'avocat, et on va vous dire ce serait bien de ne pas aller présider le département de droit fiscal. Alors, j'imagine que chez Francis Lefebvre, cet ancien juge constitutionnel ne fait pas de porte étroite sur les projets de loi finances, il y en a beaucoup, mais comment ça se passe en pratique? Et là, je vous parle d'expérience, c'est que dans le cabinet d'avocats en question, on va évidemment utiliser les réseaux du juge. Et même s'il n'est pas dans la section fiscale du cabinet d'avocats, il y a suffisamment de dialogue entre les différents départements pour que le contrôle soit extrêmement faible. À ce niveau-là, il n'y a pas de muraille de Chine, évidemment, qui est faite entre l'ancien juge et les différents départements. Et il y a très peu de moyens, je ne vois pas comment on peut faire pour contrôler ce que vont faire ces anciens membres de la haute fonction publique dans le Conseil d'État. Je reviens donc à la Constitution. Vous avez une fenêtre de tir formidable avec la réflexion sur l'avenir de nos institutions et la possibilité d'amender la Constitution. Vous êtes le Parlement. Si cette question vous semble heurter l'interprétation que vous faites de la Constitution, vous pouvez graver dans le marbre les principes de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. Il n'y a pas que cette décision qui pose problème. Il y a une décision sur le CSA notamment et la nomination des présidents de chaînes publiques qui a été le fondement du secret qui a entouré la nomination de Delphine Ernotte lorsque sa nomination, et vous vous souvenez peut-être de l'hystérie qui a entouré cette nomination dans la presse parisienne. C'est sur le fondement encore d'une décision du Conseil constitutionnel qui interdit la transparence sur cette procédure que le secret a eu lieu. C'est une décision de 2000. Mais ceci nécessite, je pense, une réflexion de votre part, et c'est l'idée sur laquelle je souhaiterais terminer, sur la façon dont on fait des politiques publiques aujourd'hui. Je pense sincèrement que la meilleure façon de lutter contre les conflits d'intérêts, c'est par la transparence absolue, l'objectivité du processus d'élaboration des politiques publiques. Et j'inclus dans cette notion de politique publique aussi bien les projets de loi, les règlements, que les ordonnances au niveau national.
que les décisions au niveau local. Et enfin, donc, objectivité, transparence et activation des intérêts faibles ou diffus, c'est l'élément peut-être le plus complexe. Puisque l'objectif, c'est bien de lutter contre tous les éléments qui peuvent permettre à certains intérêts de capter l'élaboration des politiques publiques. Alors, transparence, je le disais, les conflits d'intérêts ne peuvent pas être contrôlés, ou en tout cas leur impact sur les politiques publiques ne peuvent pas être contrôlés avec la culture du secret qui caractérise encore notre administration. Il y a quantité d'organismes consultatifs, comme par exemple le Conseil d'État, dont le poids dans le processus décisionnel ne peut être contrôlé, faute justement de transparence totale sur ce point. Il est évident que ces instances font l'objet de lobbying, comme on l'a vu au moment de la loi Macron, au moment de la réforme du statut des notaires, où les notaires ont fait un lobbying actif au moment du passage de la loi, mais surtout au moment de l'adoption des règlements. Mais aucune de ces instances n'a publié ces interventions. Il faut que tous les organismes consultatifs publient leurs avis, publient l'ensemble des auditions ou des interventions qu'ils reçoivent. Transparence, mais aussi expertise. On ne peut lutter contre les conflits d'intérêts que si les projets de texte sont basés sur des faits et pas sur des passions, que si ces projets sont motivés. C'est la même chose pour le juge. Pourquoi est-il si facile pour le Conseil constitutionnel de faire l'objet de lobbying? Parce qu'il n'a pas à motiver ses jugements et à nous les expliquer. Si le destinataire d'une règle ou d'un jugement peuvent en comprendre les motifs, s'ils sont rationnels, le contrôle est évidemment démocratique et aussi juridictionnel, est évidemment plus efficace. Ce qui amène à relancer, me semble-t-il, la réflexion sur le niveau des études d'impact, qui est aujourd'hui extrêmement médiocre. Et j'ajoute que la formation à ce niveau à l'ENA est tout à fait déficiente. On a besoin donc d'un niveau supérieur d'expertise et c'est le meilleur moyen, me semble-t-il, pour lutter contre les conflits d'intérêts. Enfin, je voudrais terminer sur un dernier point. Les conflits d'intérêts posent des problèmes particuliers parce qu'ils permettent à certains intérêts de capter le processus décisionnel. Ce n'est possible bien souvent que parce que finalement les autres intérêts concernés par la règle soit sont trop diffus, ne sont pas assez concentrés pour savoir qu'ils sont intéressés par la règle et donc ne vont pas essayer de contrebalancer et d'intervenir. Si l'on prend par exemple l'exemple de la régulation financière, Antoine Vaucher et Pierre France ont documenté le problème de passage du public au privé à l'AMF. C'est une question évidemment importante en soi, mais qui n'est véritablement problématique que parce qu'à l'AMF, eh bien, on n'a que la voix de certains et pas la voix des petits investisseurs, par exemple, des petits actionnaires, pour faire pencher la balance dans l'autre sens. La critique que l'on fait régulièrement à la participation, c'est que ce sont toujours les mêmes qui participent. Notre processus réglementaire, pour l'instant, dans le cas où il y a de gros acteurs, c'est un peu comme si au Parlement, vous n'aviez qu'un parti unique. En droit des marchés financiers, il n'y a de représentation forte que des banques, par exemple. C'est là où la puissance publique peut jouer, me semble-t-il, réfléchir à la façon d'activer certains intérêts afin de pouvoir contrebalancer les intérêts les plus puissants. Et c'est une réflexion qui doit être menée secteur par secteur. La réflexion sur la déontologie et les conflits d'intérêts est donc en conclusion cruciale aujourd'hui, mais vous ne parviendrez, me semble-t-il, à répondre à ce défi qui est aujourd'hui d'importance, évidemment, puisque c'est l'air même qu'on respire, le conflit d'intérêts, l'ADN de la haute fonction publique, me semble-t-il, qu'avec une recherche importante et en réfléchissant globalement à la façon de faire des politiques publiques aujourd'hui. L'épisode de la direction de la Banque de France est, me semble-t-il, emblématique de notre préférence pour les réseaux et non pas pour l'expertise. Je vous remercie. Merci professeur pour votre intervention. Ce que je vous propose peut-être, c'est que chacun prenne la parole et qu'on fasse les questions après, parce que sinon on risque de faire beaucoup de questions et vous aurez peu de temps de parole. Donc voilà, je ne sais pas, donc Monsieur Aubin ou Monsieur Collin, comme vous voulez. Alors du coup, je vais adapter mon discours et je vais cibler en un peu moins de 10 minutes sur. Je vais compléter finalement ce que vient de dire mon collègue. Moi, je vais plutôt aller sur le terrain de la nécessaire pédagogie qu'il faut avoir sur la déontologie. Donc, je suis professeur de droit à l'Université de Poitiers, mais je suis également son vice-président en charge des affaires juridiques et de l'éthique. Donc, je suis le seul à exercer cette fonction en France. Et précisément, on a, dans cette université, rédigé la première charte de déontologie et d'éthique.
applicable aux enseignants-chercheurs, à tous les personnels. Et donc je me permettrai de vous la joindre quand j'enverrai les réponses écrites, quand je rentrerai ce soir. Voilà. Donc il me semble qu'il y a un aspect important, dès lors qu'on parle de déontologie, et ça regroupe plusieurs questions que vous nous avez posées. Est-ce qu'il faut avoir un énoncé de principes généraux ou est-ce qu'il faut aller au plus près des agents? Est-ce qu'il faut catégoriser? Est-ce qu'il faut spécialiser la déontologie? C'est vrai que n'importe quel directeur DRH ou DGS, etc., d'une grosse administration, vous dira qu'on ne peut pas parler de la déontologie à un agent de catégorie C de la même manière qu'on l'évoque avec des agents de catégorie A. Et on doit avoir une pédagogie importante. Et au fond, c'est sur cet axe-là que je vais un peu préciser les choses. Et en même temps, dans un premier temps, je vais quand même plaider en faveur d'un réajustement de la loi. En partant de la première question sur le devoir de réserve, j'avais eu la chance d'être auditionné en 2013 par Madame la rapporteure du projet de loi sur la déontologie et les droits et devoirs des fonctionnaires. J'avais plaidé bien vainement, je m'en suis aperçu après, sur la légalisation du devoir de réserve, puisque au départ, il était prévu dans l'avant-projet de loi. Lorsque j'ai été auditionné, il y était encore, et puis au mois de juillet, il avait disparu. Voilà. Donc il y avait eu du lobbying entre-temps qui était intervenu sur ce devoir de réserve. Quand on regarde un petit peu les choses, ce serait pourtant pas illogique, car il y a dans ce devoir de réserve un aspect entier finalement qu'on étudie très peu, le poids des réseaux sociaux. Il y a, quand on regarde la jurisprudence, de plus en plus de procédures disciplinaires parce que des agents, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir ou même sur le temps de travail, vont sur les réseaux sociaux et parfois disent tout le mal qu'ils pensent de leur supérieur hiérarchique sans s'apercevoir que ce faisant, en dénigrant leur supérieur, eh bien, ils manquent au devoir de réserve. Donc il y a, j'allais dire, un malentendu initial. On pense que si on met le devoir de réserve dans la loi, on va brider la liberté d'expression des fonctionnaires. Alors qu'en réalité, ça les aiderait à comprendre les enjeux et les exigences de cette liberté d'expression. Et au fond, quand on demande à un fonctionnaire c'est quoi le devoir de réserve, il ne peut pas vous le dire. En revanche, le Conseil d'État vous le dira très clairement, mais il fera du cas par cas. Donc il y a une obligation, je pense, d'expliquer très clairement comment, quand on va sur les réseaux sociaux, on ne doit pas franchir la ligne déontologique. Et ça, on peut le mettre dans la loi, mais on peut également le mettre dans une charte de déontologie et d'éthique. Donc parfois, il est nécessaire de retoucher le texte, même si il y a 3 anciens DGAFP, donc il faut écouter leur témoignage avec beaucoup d'attention. Et je citerai également, je voyais un carton de M. Vigourou qui disait que la déontologie, c'est toujours l'art de se poser la bonne question avant qu'il ne soit trop tard. Bon, on a 3 DGAFP qui disent que mettre des principes généraux dans la loi, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour aider les agents à comprendre la déontologie dans leur pratique quotidienne. Donc il est important que chaque administration se dote de ces chartes, de ce droit souple. Et la loi, finalement, elle est passée un petit peu à côté de son but. Parce qu'au départ, je rappellerai que la loi disait toutes les administrations ont l'obligation d'écrire des chartes. Et au final, c'est tout chef de service a la possibilité de porter à la connaissance les principes. Et on oublie, en plus, en disant tout chef de service, on oublie les milliers d'établissements publics qui existent dans l'administration. Donc on est obligé de déduire que les personnes qui sont responsables d'établissements publics, un président d'université, un principal de collège, un professeur de lycée, est tout à fait légitime à rédiger une charte de déontologie qui va s'appliquer dans son établissement. Et quand on a fait ça à Poitiers, je dois dire que c'était un moment intéressant parce qu'au départ, très forte méfiance des organisations syndicales qui pensaient que si on fait une charte de déontologie, on va écrire les 10 commandements et puis on va faire un boulevard de la répression. Parce qu'au départ, il y a le sentiment qu'on va être davantage surveillé. Et puis il y a un dialogue technique, un dialogue social. Et à l'issue de ce dialogue social, eh bien, les personnels se rendent compte qu'une bonne déontologie, ça permet d'avoir des repères et ça permet justement de se poser les questions avant qu'il ne soit trop tard. Et ça permet également de réduire de façon assez considérable les procédures disciplinaires. Parce que le disciplinaire, c'est toujours trop tard, le manquement a été accompli. Donc il y a, me semble-t-il, dans les questions que vous posez, que ce soit la charte de déontologie et d'éthique, ça me semble primordial d'avoir un référentiel au niveau national. Par exemple, dans l'éducation nationale, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de travail sur cette question, qu'il y ait un texte pour l'ensemble des enseignants, parce que le service public de l'éducation nationale, c'est à part. C'est quand même 900 000 fonctionnaires et c'est 12 millions d'usagers. Qu'il y ait un référentiel commun pour tout le monde. Ça, c'est une nécessité, mais après, dans chaque établissement public, dans chaque collège, dans chaque lycée, il faut qu'il y ait une charte, parce que les enseignants et les personnels administratifs sont amenés
à voir qu'ils sont dans des situations différentes au regard justement des obligations déontologiques. Donc ça, c'est un premier point dans la nécessaire pédagogie, c'est rédiger des chartes. Et en ce moment, vous nous avez demandé de faire le bilan, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'administrations qui sont, sans qu'on le sache, en train de se doter de chartes de déontologie et d'éthique. Vous verrez dans le papier, je vous ai mis un certain nombre d'exemples, ça vous permettra de voir, outre les inspections générales, qu'il y a beaucoup d'établissements publics qui font cela. Le deuxième aspect de la pédagogie, pour m'en tenir à ce que je vous avais annoncé, c'est la formation des agents. Ça me semble effectivement, vous l'avez évoqué un instant, formation initiale, formation continue. En formation initiale, il y a 3 ans, j'avais eu la chance de participer au module justement avec Christian Végourou de formation éthique et déontologie des hauts fonctionnaires. Et puis finalement, ce module a été sacrifié, ce qui est dommage parce qu'on n'en aurait plus que jamais besoin, pour des cas pratiques. C'est un peu dommage parce que quand on regarde dans les formations initiales, c'est un peu le parent pauvre. Sur un budget quand même, la formation initiale dans la fonction publique, c'est 4,4 milliards d'euros. On peut sans doute intégrer davantage de déontologie et d'éthique dans les budgets, alors que ce soit État, territorial ou bien fonction publique hospitalière. Mon collègue le disait à l'instant, la fonction publique hospitalière, c'est un monde qui a besoin d'éthique et de déontologie. Il y a l'Agence nationale de la formation hospitalière qui n'intègre pas suffisamment, à mon sens, de modules d'éthique et de déontologie. Il y a des doublons. Il y a des universitaires qui sont également en lien avec des laboratoires, avec des prescripteurs extérieurs. Dans la fonction publique territoriale, même chose, le CNFPT a, alors c'est bien, a 13 priorités, dont donner du sens à l'action publique. Ils avaient commencé il y a quelques années à évoquer l'éthique et la déontologie, mais on s'aperçoit que celle-ci n'est peut-être pas suffisamment présente dans les modules de formation. Et puis pour la formation aussi, dans cette même pédagogie, sans qu'on le sache, il y a plein d'administrations qui, en interne, font ce que j'appelle des formations flash. On en fait pas mal dans le supérieur, en fait, mais personne n'en parle. Tel service, pendant 3 heures, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt ? 3 mois plus tard, qu'est-ce qu'une prise illégale d'intérêt ? 3 mois plus tard, qu'est-ce que le devoir de réserve dans l'enseignement supérieur ? Et pendant 3 heures, tous les chefs de service phosphore font remonter les informations. Et à partir de ça, on fait un recueil des bonnes et des mauvaises pratiques. Et c'est comme ça qu'on a élaboré une charte, avec des principes, et ensuite les bonnes et les mauvaises pratiques. Sur le conflit d'intérêts, je n'ai plus que 3 minutes, même chose, il est nécessaire d'avoir une vraie pédagogie. Comme souvent en France, on a une obsession de la punition quand on est, j'allais dire, brillamment absent sur la prévention. Sur le conflit d'intérêts, on n'avait qu'une réponse pénale jusqu'en 2013. Et on tapait trop fort, c'était disproportionné. Quand on regarde le nombre de condamnations chaque année pour prise illégale d'intérêt, ça ne dépasse pas 40, et il y a très peu de fonctionnaires. Et quand il y a des condamnations, c'est vraiment ultra rarissime. Bon, alors bien sûr, pour faire l'intéressant, je vous citerai l'exemple d'un président d'université qui était professeur de gestion et qui a recruté sa sœur, vacataire à l'université, alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être vacataire. Bon, là, c'est un cas pratique extraordinaire peut-être, mais c'est une personne, voilà. Donc, ce n'est pas une démarche qui permet véritablement de prévenir les situations de conflit d'intérêt. En revanche, quand on va sur le terrain de la prévention, quand dans une charte, on dit dans tel service public, je donne cet exemple, dans une université, 14 composantes, on a identifié 45 situations de conflit d'intérêt. On les a mis dans la charte. Certains se sont dit « Oh là là, mais va peut-être falloir que je fasse attention désormais, parce que moi, ça, je ne m'étais pas posé cette question-là. » Ou alors, la commission de déontologie qui n'est pas saisie ou qui est saisie trop tard. Bien, en mettant tout cela dans un document, ça permet de faire passer le message et puis finalement de donner des repères aux fonctionnaires qui ne demandent que cela, de savoir comment on sert mieux le service public en ayant le respect des principes et des valeurs. Et notamment la laïcité, je terminerai sur ce point, quand vous devez expliquer la laïcité, eh bien, selon l'administration, vous vous rendez compte que le curseur va considérablement bouger. Certains vont être obligés véritablement d'être très souples face à la laïcité. Par exemple, dans les universités, les usagers ont le droit de manifester leur appartenance religieuse, à condition que ça ne trouble pas l'ordre public, bien entendu. Mais l'agent BIATS, lui, l'agent administratif, il ne faut pas qu'il manifeste son opinion religieuse. Et il y a parfois une difficulté de comprendre cet écart. Pourquoi
cette personne a le droit de manifester son appartenance religieuse, et moi, pourquoi je n'ai pas le droit à cela? Eh ben, on fait phosphorer un petit peu tout le monde, et on s'aperçoit que quand on parle de valeurs et de principes, eh bien, les personnes réussissent à mettre des pratiques derrière des mots. Et finalement, la déontologie, je détaillerai dans les questions, encore une fois, les réponses dans ce que vous avez indiqué, on s'aperçoit que quand on met beaucoup de bon sens et quand on fait un réel effort de pédagogie, eh bien, les agents, au final, se rendent compte que c'est utile d'évoquer cette notion. Oui, merci. Alors moi, écoutez, je vais plutôt reprendre un petit peu, peut-être question par question, en choisissant quelques-unes, si vous le permettez. Donc les questions, effectivement, ne sont pas nouvelles. Mes collègues ont déjà bien brossé le tableau. Sur le début de vos questions, ce qui m'a semblé intéressant, c'était notamment la question de la liste jurisprudentielle intégrée en grande partie dans la loi en 2016. Alors je serais tenté de dire, on pourrait se référer aux anciens, pas si lointain que ça, et à la question, notamment moi, qui m'intéressait, je trouve, celle de la moralité. Finalement, les statuts précédents avaient choisi de faire une référence à la moralité qui a été gommée dans la réforme en 83. Et je me demandais finalement si, parce que quand on regarde la probité, l'intégrité, l'impartialité, on peut finalement, c'est des déclinaisons de la moralité. Et sur la question aussi du lien de la moralité avec une sorte d'unification des normes applicables aux agents publics, je me demandais si ça serait peut-être pas intéressant, en tout cas d'y réfléchir à nouveau, savoir si on ne peut pas reformuler ça dans le statut général pour non pas revenir forcément à quelque chose de daté, mais de renouveler la réflexion sur cette thématique-là. Alors effectivement, parce qu'aujourd'hui c'est réglé par la jurisprudence, effectivement, mais par un biais, c'est-à-dire par l'appréciation des condamnations pénales des agents, et puis finalement on voit que l'administration continue par des biais un petit peu obscurs de s'intéresser à ces questions-là. Voilà, donc là, je pense que la moralité, c'est quelque chose d'intéressant. Et la moralité figure dans certains statuts en plus. Donc sur la question de l'unification juridique, je pense qu'on pourrait se poser la question. Alors soit on décide de l'évacuer, notamment du statut des magistrats judiciaires, ça fait au plus l'objet d'une QPC il n'y a pas si longtemps que ça, en 2012, soit on essaye de dire on sort peut-être plus vers le haut, en l'insérant elle aussi, je ne sais pas, dans le statut. Le devoir de réserve, alors Anicet Le Pors a bien réexpliqué ça il y a quelques années aussi, pourquoi il avait voulu l'extraire du statut. Alors il est sur une lignée complètement différente de celle du collègue, où lui vraiment était sur la logique de les droits des fonctionnaires plus que leurs obligations, et dans les droits il y a la liberté d'opinion. Il estimait que c'était contradictoire, lui, pour le coup, mais je pense plus politiquement que juridiquement, que c'était quand même contradictoire de mettre les deux, finalement, dans le même texte, sur un pied d'égalité, en quelque sorte, et qu'on avait du mal à comprendre l'articulation entre les deux. Pour ma part, je pense que je serais plutôt sur la lignée du collègue, c'est-à-dire que un peu plus de clarté, là aussi, et des références explicites dans les textes permettraient de donner des meilleures bases de réflexion. On a vu ça notamment dans l'affaire, je pense, Matteli, qui a été quelque chose de mal compris à l'époque, de difficile à analyser juridiquement aussi. Je pense qu'on aurait eu des bases antérieures dans les textes, ça aurait bien permis, je pense, d'évacuer ce genre de problématique-là. Alors peut-être aussi qu'une question qui a été sous-estimée, c'est le recentrage de la loi en 2016 vraiment sur l'exercice pur de la fonction. C'est-à-dire que le texte tel qu'il est formulé semble gommer les répercussions de la fonction publique sur leur vie globale par les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient conscience que ce qu'ils font à l'extérieur a aussi des répercussions sur l'administration publique au sens large et sur leurs fonctions par ailleurs. Donc tout ce qui est aspect vie privée, balance vie privée, vie publique au sens de fonction publique, a peut-être été un petit peu du coup déporté et avec un recentrage peut-être un petit peu trop grand sur la fonction publique pure, en gommant ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, peut-être que ça peut être une réflexion, je pense, de la Commission et du Parlement sur cette question-là. Après, je rejoins tout à fait ce que disaient mes collègues sur la question des codes de déontologie. On se rend compte que ça
à mon sens, ça part un petit peu dans tous les sens là. C'est-à-dire que chacun tire dans son coin. Il y a, je pense pas finalement de guide national très cohérent sur ces questions-là. Donc il faudrait peut-être expertiser ce développement, je pense, un petit peu anarchique en ce moment. On l'a dit, au niveau local, on a énormément d'établissements publics, je pense, qui font ça dans leur coin, sans doute avec la meilleure volonté du monde, mais je pense avec peut-être un niveau d'expertise juridique peut-être pas assez important. Sinon, sur le principe, oui, je suis tout à fait d'accord. La généralisation des codes de déontologie, c'est peut-être du droit un petit peu mou, mais c'est du droit très concret et intéressant à valoriser. Sur ce point-là, alors je fais des rapprochements peut-être qui sont peut-être un peu lointains, mais sur le droit mou, je pense que pour en revenir à la commission de déontologie cette fois, il serait peut-être intéressant qu'elle réfléchisse peut-être un peu plus que jusqu'à maintenant sur l'élaboration de lignes directrices. Là aussi, ça pourrait être très intéressant qu'on ait vraiment ces critères d'appréciation à l'avance de manière assez globale pour que là aussi, ça puisse guider la pratique et le développement des pratiques dans la fonction publique, plutôt que de lire a posteriori sa prise de position sur tel ou tel cas, qui est instructif bien évidemment, mais qui peut, en matière de prévention, peut-être être insuffisant. Dans mon papier, je développe un tout petit peu sur la question de la définition du conflit d'intérêts qui faisait partie de votre question. J'ai peut-être juste une proposition à formuler, je me lance sur cette question-là. On pourrait peut-être ajouter dans la définition sur la question de l'interférence, préciser qu'il peut s'agir d'une interférence directe ou indirecte. Je pense que ça peut être du même style de formulation que la discrimination. Là aussi, dans l'idée d'élargir la réflexion des conflits d'intérêts autour de l'agent, sur son comportement hors fonction et aussi sur son entourage. Puisque je pense que ça fait partie aussi de la réflexion à avoir, comment on peut intégrer ce qui se passe dans son environnement familial notamment. Voilà, donc des choses très concrètes sur ce plan-là. Pour en revenir à la question peut-être de la commission de déontologie, puisque mes collègues ont vu pas mal de choses, effectivement, son renforcement, visiblement, n'a pas été de compétences, notamment, n'a pas été accompagné d'un renforcement des moyens. Le président de la commission, a priori, s'en est déjà plaint publiquement. Donc peut-être qu'un petit renforcement sera peut-être nécessaire sur la question notamment du secrétariat, du fonctionnement concret. Je sais que ça peut paraître anecdotique, mais concrètement, effectivement, quand on rapporte le nombre de dossiers par rapport au nombre d'agents, c'est des mathématiques, mais ça fait partie des choses auxquelles on peut réfléchir. La DGAFP, finalement, apparemment, n'a pas forcément réagi pour l'instant. Sur la fusion commission de déontologie haute autorité, là aussi, je pense que personne n'a une solution toute faite, ou on a des conceptions parfois un peu différentes. Pour ma part, alors pour information, je suis délégué du Défenseur des droits par ailleurs, et je trouve que finalement la dynamique qu'on a mise en place lors de la fusion et de la création du Défenseur des droits, par exemple avec la fusion d'ALD dans le Défenseur des droits, avec un adjoint et un collège, sous la responsabilité globale du Défenseur des droits, ça pourrait peut-être être une piste de réflexion. C'est-à-dire qu'on transforme la commission de déontologie en un collège au sein de la haute autorité. Je pense que ça pourrait satisfaire tout le monde. On voit finalement que pour le Défenseur des enfants, on a eu un grand tapage sur la question. Et une fois la dynamique enclenchée, c'était passé. On a vu qu'en matière d'indépendance et de pratique, en tout cas à ma connaissance, ça ne pose pas de difficulté particulière. Ça aurait quand même le mérite, à mon sens, de simplifier le paysage administratif en centralisant les choses au bénéfice d'une seule autorité. En tout état de cause, on voit que le protocole, je crois, pour l'instant, d'échange d'informations a été signé la semaine dernière, si j'ai bien compris, entre les deux autorités. Donc on va vers un rapprochement, j'ai l'impression, inéluctable dans la réflexion et la prise de décision. Donc sur cette base-là, il me semble plus cohérent, finalement, à terme,
peut-être de simplifier les choses organiquement et de fusionner. Voilà, les thématiques sont quand même extrêmement proches dans leur réflexion. Et puis en termes peut-être de soutenabilité du dispositif, ça me paraît intéressant. Voilà, pour terminer, sur la question des référents déontologues, j'ai un collègue à l'université d'Aix-Marseille qui a déjà écrit pas mal là-dessus, Didier Jean-Pierre, sur la question. Je pense que je le rejoins sur l'isolement potentiel des déontologues finalement dans les administrations, et à mon sens aussi je plaide plutôt sur des dynamiques de mise en place de collèges de déontologie. Ça faciliterait les choses, notamment au niveau local. Ça pourrait légitimer les prises de position et puis renforcer l'impartialité et l'indépendance de ces organes. Je pense que des déontologues isolés dans leur coin, dans des niveaux hiérarchiques difficiles à identifier, sous l'autorité d'un président d'établissement public, plus ou moins puissant dans certains cas, ça me paraît difficilement gérable en termes de confiance tout simplement des autres agents vis-à-vis de son positionnement dans l'institution. Voilà, dernière remarque, je reviens au défenseur des droits, qui a été lui aussi habilité en matière de lanceur d'alerte. Je pense que vu de l'extérieur, là aussi ça fait un paysage juridique un peu compliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un lanceur d'alerte ? S'adresser à sa hiérarchie, ça paraît parfois quand même délicat quand elle est a priori peut-être impliquée elle aussi dans le dispositif. Ensuite, s'adresser directement au défenseur des droits, mais la compétence n'est pas forcément connue. Donc là aussi, peut-être qu'il faudrait réfléchir sur, mais je n'ai pas la solution du tout, sur un dispositif peut-être plus clair pour les agents pour concrétiser leur prise de parole dans leur institution. Voilà. Bon, globalement, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était quelques-unes de mes réflexions sur les questions qui étaient posées. Je vous remercie. Bien, merci à tous les trois, surtout parce que c'était pas évident à trois dans le temps qui était imparti, en effet, de tous avoir la parole. Je vous propose maintenant qu'on ait peut-être un échange tous ensemble. Je crois que tu avais une question tout à l'heure, donc je te laisse, vas-y. Merci à vous trois. Sujet très long, donc juste une question très technique, comme le président Vigouroux tout à l'heure, j'aurais aimé avoir votre analyse. Est-ce que vous avez eu l'occasion de décortiquer un peu le décret du 9 mai 2017 qui a été pris en application de la loi, Sapin 2, pardon. Et notamment, est-ce que la définition très restrictive de l'entrée en communication, ce qui peut viser notamment les membres du Conseil d'État qui pantouflent, ou les inspecteurs généraux des finances qui pantouflent, etc. Qui, selon ma lecture, me paraît un peu contra legem. C'est-à-dire vraiment le Conseil d'État me semble être sorti quand même de ce que disait la loi, et d'ailleurs que la loi avait semblait avoir exclu assez explicitement, avait défini précisément ce qu'elle entendait exclure du champ du répertoire d'intérêt. Le Conseil d'État a fait une analyse un peu que je n'ai toujours pas comprise. Est-ce que vous êtes penché sur ce décret ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Je peux, en 2 minutes, j'ai effectivement un peu regardé ce décret. Il y a un décalage évident entre la volonté du législateur et le contenu, la formalisation du contenu du décret. Notamment sur la distinction entre la représentation d'intérêt à titre principal et la représentation d'intérêt exercée de façon accessoire. On regarde globalement le décret, c'est les 2 articles importants, c'est le 1 et le 4. Quand on regarde l'article 1er, on s'aperçoit qu'il y a un critère qui, alors là, en tant que juriste, on se dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. L'article 1 précise qu'on évoque un dirigeant, un employé ou un membre qui consacre plus de la moitié de son temps à une activité. La moitié de son temps à une activité, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait, c'est un critère quantitatif un peu plus flou, il faudrait borner la moitié du temps de l'activité, préciser que c'est sur 1 an ou même 2 ans déjà, pour préciser un petit peu les choses, parce que là on n'a même pas de quantum, on ne sait pas quand ça commence ni quand ça se termine. On est un pays qui est un petit peu soumis à la législation des 35 heures également, même si là on est sur des professions libérales qui ne sont pas soumises aux 35 heures. Mais là, il y aurait besoin d'affiner ce critère déjà, de dire est-ce que c'est sur 1 an, est-ce que c'est sur 2 ans. Et puis surtout, c'est l'alinéa 2 du décret
Pour identifier l'activité de représentation à titre régulier, il retient un critère parfaitement arbitraire qui a été critiqué par la Haute Autorité de transparence de la vie publique. Je vous invite à lire, c'est assez intéressant, elle a rendu un avis sur ce projet de décret, enfin sur le décret, un avis de quand même 15 pages dans lequel elle se montre très critique. Et notamment, je rejoins cette critique lorsqu'elle évoque la personne physique doit entrer en communication au sein de la personne morale au moins 10 fois sur une période de 12 mois. Alors, pourquoi 10 fois Justement, la Haute Autorité se dit, mais là, on a quand même un petit problème, parce que d'abord, si une personne fait du lobbying 9 fois par an, ça fait quand même beaucoup. On ne peut pas considérer que c'est exceptionnel. Et ça fait quand même 9 fois par an, ça fait une fois toutes les 6 semaines. Donc ça veut dire que les personnes qui font du lobbying toutes les 6 semaines auprès d'une des personnes publiques de la République n'est pas considérée comme étant concernée par l'entrée en communication. Donc c'est quand même un peu étonnant. D'autres États, alors plus regardants, disent dès la première entrée en communication, on doit considérer que la personne fait du lobbying. Là, le Conseil d'État avait très clairement dit dans son avis sur le projet de loi, il faut éviter que toute personne qui entre en contact une seule fois soit considérée comme étant un représentant d'un intérêt public. Donc entre une fois et 10 fois, eh bien, on a la différence qui distingue le jour et la nuit. Et donc ce décret, il est mal rédigé parce que, très clairement, en fixant à 10, en plus, article 4, le décret précise, des représentants d'intérêt peuvent déclarer en cours d'année. Et dans ces cas-là, on fait partir le compteur à partir, par exemple, du mois de juillet, si c'est la 10e fois qu'il y a du lobbying. Donc ça veut dire que les 10 précédentes actions de lobbying ne comptent pas et n'entrent pas dans le répertoire. Donc quand on articule l'article 1 et 4, on se rend compte quand même qu'on a une rédaction très défectueuse et que finalement, on a une volonté là d'exclure un grand nombre de personnes pratiquant du lobbying du champ d'application du décret. Moi, j'aimerais avoir l'avis de professeur Aubin et Perroux sur la fusion éventuelle de la Haute Autorité et de la Commission de déontologie, puisqu'on a compris que vous étiez plutôt favorable, à la fois sur la fusion et peut-être aussi, si vous la maîtrisez parfaitement, en tout cas sur la procédure qui est suivie et ce qui pourrait être amélioré en termes de motivation, de transparence des décisions, de publication, etc. Pas être en abus de position dominante dans la mission déontologie. Je rejoins tout à fait mon collègue sur cette... je pense que le statut d'autorité administrative indépendante s'irait fort bien à la commission de déontologie, parce que là, à l'heure actuelle, elle est rattachée au Premier ministre, et de facto, elle est rattachée à la DGAFP et donc au ministère en charge de l'action publique. Fonction publique, parce qu'il n'y a pas de ministère de la fonction publique. Ça fait quand même beaucoup pour une instance qui est supposée quand même agir de façon neutre, objective, impartiale sur les conflits d'intérêts et la déontologie. Donc il y a un rattachement qui est assez problématique de la commission de déontologie. Et en même temps, c'est vrai que comme ça fait 20 ans qu'elle existe, on se dit qu'elle a prouvé en quelque sorte son autonomie, son indépendance. Mais il n'empêche que, je rejoins tout à fait mon collègue, on a le sentiment d'une dispersion, d'un éparpillement. Et si finalement on faisait entrer, on dirait... mais voilà, il y a la Haute Autorité de transparence de la vie publique avec 2 volets. Un volet qui incarne plutôt la déontologie politique, qui serait la Haute Autorité en tant que telle, et puis un autre volet qui serait consacré à la déontologie administrative et qui serait la commission de déontologie de la fonction publique. On y verrait plus clair. Et puis surtout, il y a des échanges d'informations maintenant qui existent et qui vont se systématiser entre les deux. Il y a des rapprochements. Dans son dernier rapport, la Haute Autorité de transparence, c'était en avril de cette année, nous dit même que maintenant elle assure une fonction de conseil déontologique. Donc elle fait un travail même auprès des établissements publics. Donc ce serait plus logique, finalement, plutôt que de faire une commission de déontologie qui aurait le statut d'autorité administrative indépendante, de la faire entrer dans la Haute Autorité et qu'on ait 2 pôles, en quelque sorte, qui pourraient échanger et qui, tous les 2, garantiraient une déontologie publique avec des communications entre les 2. On pourrait, le risque, c'était qu'il y en ait, par exemple, sur le cas classique d'un haut fonctionnaire qui, avant de pantoufler, retourne dans son administration et ensuite part dans le secteur privé. Dans ces cas-là, la commission de déontologie et la haute autorité sont toutes les 2 compétentes. Et le risque qu'il y avait, c'est est-ce qu'elles vont rendre un même avis sur la situation de conflit d'intérêt de ce haut fonctionnaire.
Pour éviter ce risque-là, le législateur a pris les devants. Le fait qu'elles puissent communiquer entre elles vise à éviter justement des avis divergents dans le cas où, c'est pareil, hein, le cas que je viens d'évoquer, ce n'est pas des milliers de fonctionnaires qui sont concernés, donc on ne peut pas faire une loi ou un décret pour 3 personnes ou une vingtaine. Mais le fait qu'elles discutent entre eux, qu'elles échangent des informations, permettrait de tuiler les choses et d'éviter que, quand on trouve l'oiseau rare qui relève des deux, qu'on ait une divergence de point de vue, en fait. Rien à ajouter sur ce point, entièrement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue. La fusion des deux autorités ou des arrangements tels que Frédéric Collin a évoqué me semble tout à fait positif. Les garanties d'indépendance de la haute autorité, enfin, elle a réussi à montrer son indépendance de façon extrêmement frappante et l'accord de ces deux, alors selon des modalités qui peuvent être discutées, mais en tout cas un rapprochement me semblerait une réforme positive. Ok, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on lève l'audition en vous remerciant encore pour vos exposés précieux pour nous. Merci.